Salut à tous, bienvenue à un autre podcast Powerhouse. Je suis votre host Ronaldo Mendoza et cet épisode va être pour le domaine de la construction. C'est quoi l'actualité, c'est quoi les prévisions en 2024 et je vous présente mais aussi mes co-hosts. Claude Arthur Diaz, consultant en transformation numérique. Jean-Félix Lemieux, comptable. What's up guys, épisode numéro 2, comment on se sent? On se sent bien, c'était cool la première fois. Ouais. J'étais encore plus excité pour la deuxième fois. Ouais, toujours plus excitant. Ouais, il y a eu, j'aimais ça, le monde, il y a eu une bonne petite réaction sur la première vidéo. Là, il faut juste continuer, comme je dis, il faut juste ça la game du podcast, c'est la constance, la discipline. Oui, vraiment. Puis surtout le sujet aujourd'hui, là, quand que la construction, là, tout ce qui est construction immobilier, là, c'est mon dada. Puis tu sais, justement, pour l'offre de service qu'on offre là, avec Powerhouse, là, je trouve que la construction, c'est exactement c'est un des domaines là, qui ont le plus besoin de nous. Là. Le sweet spot. Oui, c'est le sweet spot parce qu'on s'entend qu'on a énormément de personnes au Québec qui sont très, très, très compétentes dans ce qu'ils font. On en avait glissé un mot là, la dernière fois. Il y a une différence entre être, disons, un solopreneur ou être un artisan de la construction, disons, parce que c'est littéralement de l'art qu'ils font. Là, quand tu vois les cuisines, les salles de bain, tout ce qu'ils font, c'est fou. Mais il y a une différence entre passer du mode tout seul à devenir une entreprise. Puis souvent, c'est du monde qui sont très bons sur le terrain, mais que tout le côté business doit être vraiment amélioré et doit être pris en charge. Là. Ouais, définitivement. Ben, je pense que c'est ça la question du scaling. Comment, admettons, genre les entreprises de la construction vont pouvoir plus se raffiner, s'optimiser, puis passer à la prochaine étape. Parce que moi, d'un point de vue marketing aussi, c'est... J'en ai vu aussi des faiblesses dans la structure, comment certaines choses monter. Puis des fois, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas investir davantage parce que, oh non, je vais rester juste comme ça. Mais, admettons, j'ai eu des clients où est-ce que, on a fait du Google Ads, mais j'incite beaucoup le Facebook Ads. Puis ils sont tous comme, non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie derrière ça qui est super pertinente, complémentaire, parce que, quelque chose que je dis beaucoup, si toi, tu le fais pas, je peux t'assurer à 100% ton compétiteur est en train de le faire. Ah oui. Bien sûr. Puis tu sais, combien de fois tu vois des entreprises, justement, puis l'affaire, c'est que sur les médias sociaux, l'organique, c'est du long terme. C'est comme du branding que tu build up au fur et à mesure. Et combien de fois tu vois, genre, le contracteur qui soit spécialisé au général, il te montre ses chefs-d'œuvre. Chaque jour, tu les vois, ses chefs-d'œuvre. Le jour où est-ce que ça arrive que tu es comme, il faut que je rénove ma cuisine, c'est qui que tu vas aller voir? C'est celui-là, parce que tu le vois tous les jours, il pop-up sur ton Instagram, il pop-up sur ton Facebook, puis lui, il prend le temps de juste te montrer ses chefs-d'œuvre. Fait que des fois, c'est comme, il ne faut pas juste voir le short-term gain, il faut des fois regarder genre plus loin puis se dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que le jour où est-ce que quelqu'un sera prêt à prendre mon service, ben, j'ai apparu assez souvent dans son newsfeed pour qu'il soit comme, yo, tu sais quoi, là, je suis prêt, je vais aller l'appeler parce que c'est ce que je veux dans ma cuisine. Puis le monde, justement, il pense que juste le Google Ads qui est comme un « j'ai besoin maintenant strategy » est bon, mais ils oublient le long term de la personne. Elle n'est peut-être pas prête maintenant, mais elle est en train de checker quand est-ce que je serai prêt. Mais à ce moment-là, je vais prendre ses services à cette personne-là. Oui, puis la construction, ce qui est cool, c'est que on s'entend quand tu es rendu avec des flottes de camions, quand tu es rendu avec énormément d'employés qui est sur le marché, sur la route, c'est que tu peux être affiché partout. Moi, à chaque fois que je vois une compagnie que, le trailer n'est pas brandé, le camion n'est pas brandé, puis que le seul marketing qu'ils ont littéralement, c'est la petite casquette snapback avec le chandail qui est semi-troué. La manière que tu te présentes sur une job, c'est important aussi parce que 100%. J'écoutais un podcast, je me souviens plus c'était qui la personne, là, mais c'était un investisseur qui spécialisé dans les restaurants. Puis il disait, quand j'arrive à un restaurant, je suis capable de dire, là, je me stationne et je sais exactement comment la business allait rouler derrière. Il dit, si je rentre et que les plates-bandes ne sont pas faites, l'écriteau du restaurant est sale, il manque une lettre, les vitres ne sont pas lavées, je sais qu'à l'intérieur, c'est sûr que c'est désorganisé, c'est sûr que la cuisine, ça ne roule pas bien, c'est sûr que les aliments ne sont pas frais à 100%. C'est du paraître, on s'entend, mais si tu es organisé, si tu es clean à l'extérieur, t'es clean à l'intérieur aussi. Là. Fait à la construction, quand tu vois quelqu'un arriver avec une vieille vanne qui est comme toute rouillée, qu'il n'y a aucun nom dessus, la personne sort, la personne se présente mal, elle est peut-être très compétente quand elle est sur la job, mais tout autour,
Ouais, ça Ça laisse à désirer. Là. Tu sais, mettons, OK, ben, pour passer, tu sais, comme je vous dis, ça va être un épisode dédié à la construction. Je pense que je voudrais le diviser de deux façons, voir vraiment qu'est-ce qui s'en vient 2024. Mais actuellement, c'est quoi que, selon votre expérience, après avoir travaillé avec des entreprises de construction, que vous voyez certains enjeux ou certaines choses qui ne sont pas faites de la part de ces entrepreneurs-là? Encore là, c'est des génies à faire leur métier. Mais quand ça vient à de l'administration, de la structure derrière ça, c'est là qu'il est faillant. Selon vous, c'est quoi, admettons, le plus gros enjeu ou faiblesse ou juste menace que vous avez perçu dans une compagnie de construction qui, admettons, qui a la capacité, le potentiel de croissance, mais comme... Parce que c'est une statistique en lien avec ça, genre... Ouais, mais on dit que 80% des compagnies de la construction déclarent faillite. 80%. C'est immense. énorme. Et de 80% d'entre eux, c'est parce que c'est dû à une mauvaise gestion administrative. C'est vraiment que ça. Là. 1 sur 5, hein? Ouais, c'est énorme. Mais l'affaire, c'est que il faut accepter que c'est pas tout le monde qui veut être le gros joueur. C'est pas tout le monde qui veut scaler. OK? Ouais. Ça, c'est correct. Puis, je veux dire, à la fin de la journée, il y a certaines personnes qui veulent, à vita aeternam, échanger leur temps pour de l'argent. Puis, c'est correct. Mais il y en a qui veulent scaler. Mais ils n'y arrivent pas. Puis, c'est surtout à eux que Powerhouse s'adresse. C'est ces personnes-là qui se disent, on fait de la bonne job, mais comment ça se fait que je suis encore là sur le terrain, sur le chantier avec mes hommes, alors que je pourrais être capable d'en ouvrir d'autres chantiers, puis je suis obligé de refuser des chantiers parce que je ne suis pas capable de recruter, puis toutes sortes de raisons. Mais à la fin de la journée, le plus gros enjeu, c'est qu'ils ne sont pas capables d'allier leur expertise, on va dire, ce qu'ils sont capables de faire, avec une bonne gestion, puis surtout de bons outils technologiques. Puis ça, là, je parle de mon côté à moi, mais je suis aussi persuadé que si au niveau financier, ils étaient capables justement de savoir lire leurs chiffres correctement, probablement qu'ils seraient capables de prendre de meilleures décisions. La plupart du temps, qu'est-ce qui arrive quand une compagnie de la construction commence à avoir un boom? Tu sais que bouche à oreille fonctionne et tout, puis eux, ils fonctionnent beaucoup sur bouche à oreille. Fait qu'encore là, marketing, c'est comme, ben là, j'ai pas besoin, tout le monde me réfère. Ah ouais, OK, parfait. Mais qu'est-ce qui arrive quand ils font ça, quand ils font beaucoup d'argent? Ils commencent à acheter le nouveau truck de l'année. Commencent à embaucher beaucoup plus de monde qu'ils en ont besoin. Puis là, quand on leur demande, bon, mais là, c'est le temps de payer tes taxes, de payer tes shit, de payer tes affaires, c'est comme, oh, shit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclarer faillite. Puis ils vont ouvrir encore la compagnie sur recommencer à zéro sur un nouveau nom. Mais tu sais, leur expertise ne perd pas, là, mais ça reste qu'ils sont obligés de déclarer faillite, puis d'en réouvrir encore. Puis qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils recommencent exactement dans le même pattern. Fait que le plus gros enjeu, c'est de se dire, bien, ça a toujours fonctionné de même, on va continuer de même. Oui, puis tu sais, ce que les entreprises de construction, c'est. On s'entend, c'est très général là, parce qu'il y a énormément de domaines dans la construction. Puis chaque domaine a ses spécificités là, à l'interne. Là. Mais tu vois, au niveau de la finance, ce que je vois le plus, là, c'est le côté financement, côté gestion de trésorerie. Parce que plus tu grossis, plus que tu vas prendre des gros contrats. Les gros contrats, souvent, ça va soit être de l'institutionnel ou que tu vas faire de la sous-traitance pour des immenses compagnies de gestion, disons, d'immeubles, des affaires de même, que leurs délais de paiement sont très, très, très longs. Là. Quand tu s'en vas dans de l'institutionnel, là, ton chèque, tu peux l'attendre un 6, 8 mois, là, 12 mois là, facilement. Là. Ce qui fait en sorte que tes employés, tu les as quand même payés au day-to-day. Tu dois quand même... Bon, dans ces contrats-là, souvent, tu ne vas pas venir fronter le matériel, mais si tu n'as pas de marge. Souvent, là, c'est ça que je vois que le monde sous-estime, c'est l'importance de t'avoir, une bonne gestion de la liquidité. C'est pas juste de venir t'endetter pour payer tes obligations, mais c'est d'aller chercher une marge pour les jours que c'est un petit peu plus creux. Le monde a peur. Le monde a peur de s'endetter pour ça. Puis souvent, le monde a aussi, ne prennent pas en considération leur côté personnel. Comment est-ce que ta cote de crédit personnel, tes finances personnelles vont venir impacter? Parce qu'on en a vu là, des compagnies là, que ils essayaient d'aller chercher des marges de crédit parce que là, ils devaient commencer à fronter les matériaux pour leur job. Ça prenait 2 mois pour se faire payer. Fait que, au final, ils ont fronté de l'argent, ils ont payé les employés, ils se font payer 2 mois plus tard. Fait que c'est comme un 4 mois que tout a dû être fait. Après ça, on s'entend, là, pendant la pandémie, les matériaux étaient, soit non disponibles, 2, beaucoup plus chers qu'à la normale. Ça, ce qui amène un autre problème de bien coter ta job, qui est un autre problème qu'on va discuter, mais après ça, il y avait besoin de liquidité à court terme.
liquidité court terme, tu vas faire quoi? C'est plus facile d'aller chercher une marge de crédit qu'après ça, tu peux venir augmenter avec l'utilisation que tu fais. Mais si tu te qualifies pas, puis que la compagnie, elle est jeune, disons, elle a 1 an, 2 ans, 3 ans d'opération, il va souvent que tu la back toi personnellement, là, que tu viens de la cautionner. Si tes finances personnelles ne sont pas top, Mais la plupart du temps, si tes personnels ne font, c'est pas top, la compagnie, c'est probablement la même chose. Ben ou oui. vice-versa. Là, oui, puis tu sais, pour le personnel, c'est que shit happens. Tu Ouais. comprends? Tu sais, on sait jamais. Tu peux être divorcé, tu peux avoir des enfants qui sont à l'école, que tu as dû. Tu sais, chacun a comme son expérience de vie aussi. Mais c'est primordial parce qu'au final, ton perso va venir impacter la compagnie. Si tu as loadé la grosse maison, le gros char au personnel, que tu n'as plus de place, que tu n'es pas capable de faire tes paiements de carte de crédit, puis que là, en plus, dans la compagnie, tu manques d'argent, c'est là que tu t'en vas vers la faillite. Là. 100%. Là, parce que tu dois de l'argent que présentement, il est pris au gouvernement, mais la banque ne va pas te dire je te donne un congé de paiement. Là. Tu comprends? Clairement pas. Mais ça, c'est... Toi, puis là, on a parlé de l'aspect financier, mais je vais te donner un exemple. J'ai quelqu'un que, à un moment donné, j'ai des amis que eux ils font des rénovations chez eux. Puis ils étaient comme, le gars, là, l'entrepreneur général, il est très, très bon. Très, très, très bon. Mais ils se sont pognés avec sur plein de petites affaires. Puis le gars, il manque de structure. Tu sais, quand, mettons, tu as une compagnie de construction, puis que tu es obligé d'être au téléphone pendant que tu es sur le chantier pour closer un deal, moi, là, dans la technologie, c'est un gros red flag. Un énorme red flag. Tu sais, ça veut dire que tu n'as pas les technologies en place et tu n'as pas délégué suffisamment tes choses de manière à ce que... Ou bien toi, si tu aimes ça, vendre, parfait, vends. Tu sais. Mais le monde en construction, avoir un CRM, ça frôle le genre de... OK, mais c'est quoi ça? De quoi est-ce qu'on parle? Là? On est en train de parler d'une nouvelle technologie genre qui vient de l'au-delà. 100%. Non, mais c'est ça le problème, c'est que souvent, ils considèrent que ce n'est que leur façon de travailler qui est important et pourtant, avoir les technologies en place pour se dire, bon, mais moi, j'ai mon équipe de vendeurs. Fait que pendant que je suis sur le chantier à superviser, mon équipe de vendeurs, ils sont capables de closer des deals 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance. Et je suis capable d'avoir ces personnes-là qui envoient les contrats, de pouvoir bien pricer les contrats, etc., etc. Mais ça prend à avoir des technologies en place. Fait que cette personne-là, quand je l'ai appelé, puis je lui ai demandé, toi, genre, c'est quoi ton plus gros enjeu? Ben, j'ai de la difficulté à recruter, puis, tu sais, j'ai pas assez de monde pour pouvoir faire la job. OK, mais c'est-tu réellement ça ton problème? Peut-être que dans le fond, tu sais, t'as pas la possibilité aussi de pouvoir booker des affaires pour plus tard dans le temps. Parce que tu n'as pas les outils nécessaires pour pouvoir justement closer des deals plus loin là, et prioriser ce qui est à venir. Fait qu'il y a aussi cette partie-là où est-ce qu'on reste très archaïque dans le monde de la construction. Et j'ai vu aussi d'autres qui vont vraiment loin. Puis ça, c'est ceux qui ont embrace la technologie. Ben, gars, je vais venir supporter ton point parce que le cas que j'ai, un des enjeux que je voyais, puis ça, c'est un client à moi que, tu sais, on a commencé très petit, c'est, ben, c'était peut-être une couple. Genre, l'équipe était moins de 10 personnes, électriciens. Puis je commençais à faire le lead gen. La pub commençait à rentrer. Fait que la première année, c'est bon, on avait un budget assez stable. 1500 à peu près par mois, boum, boum, boum. Puis là, on est rendu à cette étape-là où est-ce qu'il a fallu grossir. On a implanté un site web seulement 3 ans après. Là, il a rajouté 2 camions à sa flotte. Là, il y a 3 partenaires qui sont rajoutés. Là, sont peut-être une quinzaine. Fait que là, le budget aussi marketing a augmenté, mais une chose que je voyais que c'était très dur, puis là, tu vas voir le CRM derrière ça et l'humain, c'est que, tu sais, j'ai posé la question, est-ce que tu es capable de répondre à toutes les leads qui rentrent? Parce que quelque chose qui est très important quand tu fais du marketing puis tu fais du lead gen, c'est que ça va rentrer dans ton téléphone, puis tu as toute l'information, puis j'ai une bonne structure de qualification où est-ce que je veux poser des bonnes questions, puis des fois, quand je vois des paragraphes rentrer, je suis comme, c'est excellent. Parce que là, ça veut dire que ton lead il va être super bien qualifié, il y a un espace pour entrer ses images. Mais je dis, est-ce que tes appels dans l'heure ou peut-être dans les heures suivant l'entrée? Puis au début, il rushait, parce que c'est juste lui qui pouvait faire les appels. Je suis comme, OK, ça, c'est le problème, parce que dis-toi que cette personne-là, elle t'a envoyé à toi, mais elle a envoyé ça aussi à 2 autres contracteurs. Fait que c'est la game rendue là, c'est qui va répondre le plus rapidement. Exactement. Puis il y a eu de la misère à vraiment déléguer ça. Puis je disais, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin que peut-être moi, je t'aide à former quelqu'un qui va prendre ces appels-là, te booker ça?
Puis heureusement, là, il commence à... Dernièrement, c'est que, OK, j'ai un plus jeune apprenti qui connaît la game d'électricité, fait que c'est lui qui va faire tous les appels, qui va prendre tous les appels. Je suis comme, OK, boum, une excellente première étape, mais là, le problème, c'est que ça rentre quand même à coup de douzaines par jour de leads. Ah ouais. Puis, tu sais, quand tu as des chiffres comme ça, une douzaine de leads qui rentrent par jour, facilement, je peux vous dire, c'est peut-être, il y en a 2, 3 que c'est des ventes. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est tout l'argent là, qui est là. Fait que, tu sais, là, c'est le problème, c'est que ils s'en vont. Oui, moi, je sais qu'il n'y a pas de CRM. Moi, je sais qu'il n'y a pas de CRM. Fait que Ouais. c'est là, on est dans cette phase-là. Comme, tu sais, il faudrait que tu commences à intégrer un CRM parce que toi aussi, comme propriétaire d'entreprise, comme oui, tu te fais la meilleure des choses, te déléguer un poste que vraiment toi, tu n'es pas obligé de faire. Tu n'es pas obligé de faire ces appels-là parce que quelqu'un a l'expertise. Mais maintenant, il faut que toi, tu puisses même voir qu'est-ce qui se passe dans vraiment tout ça. Tu sais, tu veux avoir un rapport final à la fin de la semaine, peut-être. 100%. OK, mais dans tous les listes qu'on a rentrés, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui a été qualifié, qu'est-ce qu'on a converti. Parce que, tu sais, toi, c'est là que toi, Jeff, tu rentres. Parce que, OK, dans tout ça, c'est quoi nos profits, notre rentabilité, combien de chiffres on est en train de rentrer. Exact. Ouais. Et puis, Juste pour te relancer, excuse-moi, là, te relancer là-dessus. Là, j'ai en fait 2 points. Là. Le premier, c'est, tu as dit qu'il y avait un nouveau petit Apprenti. un apprenti qui rentre. Mais il faut penser aussi en termes de, est-ce que l'apprenti est plus rentable à aller faire la job ou aller vendre la job? Moi, j'ai eu un problème là, dans un de mes plex, un problème d'eau, là, que quand j'ai appelé la compagnie après sinistre, le gars qui m'a appelé, c'était un ancien plombier qui, après ça, il était à sa retraite, il ne voulait plus faire de la plomberie, mais il adorait justement ce domaine-là. Fait que là, il a été là-bas, puis il était capable de répondre super. Je connais rien. Rien. Okay? À la limite, je ne sais même pas c'est quoi un tuyau là, que l'eau passe. Là. Puis le gars, il m'expliquait tout. C'était un passionné. Mais, lui, disons, avant, c'était un centre de profit. Tu comprends? Parce que c'était quelqu'un que il pouvait aller faire la job, il pouvait ramener de l'argent à la compagnie. Aujourd'hui, c'est rendu un centre de coût, mais il ne sera plus un centre de profit. Mais tu prends quelqu'un qui pourrait être du profit et que tu mets dans un centre de coût, peut-être que la personne elle est mieux d'engager quelqu'un, un ancien électricien, justement, qui peut venir répondre à toutes les questions puis faire la vente pendant que les autres apprentis, déjà que c'est difficile d'avoir la main-d'œuvre, peuvent fournir la main-d'œuvre. Mais tu sais quoi, c'est intéressant, puis parce que je pense que, justement, je pense qu'on vient de trouver vraiment un genre de solution que même moi, je me questionnais. Comme, OK, tu viens en amener l'apprenti, fait que tu peux le payer moins cher, puis c'est une job facile à qualifier, mais amener un retraité à faire juste les appels, comme il connaît tout. Oui, Puis il connaît tout. Puis un retraité doit se maintenir, genre, motivé, genre, il faut qu'il bouge. Ouais. Fait que ça, je pense que ça serait une des meilleures ressources que tu pourrais emmener comme du niveau, genre, lead gen. Pointe-toi un retraité qui va juste venir prendre tous les appels, répondre à tout ça, puis ton apprenti, c'est lui que tu vas envoyer dans le terrain, puis toi, comme propriétaire, ben tu fais juste, genre, gérer la business. Ouais. Ben, 100%. 100%. Tu sais, mon oncle, justement, il est sur le bord de la retraite, là, puis il a sa compagnie de construction que, aujourd'hui, c'est vraiment plus des petits contrats. Quand tu lui parles de construction, là, c'est des passionnés. Là. Ben oui, tu comprends? Fait que c'est pas parce que tu es à retraite que tu es tanné de travailler puis de faire la job en tant que tel, mais tu es encore super présent là, pour le marché du travail. Puis on dirait que ces personnes-là pourraient closer tellement facilement. Encore là, de toute façon, passionnés, ils connaissent tous. Fait que c'est ça. la personne de l'autre bord de la ligne est comme, oh, genre, il connaît tout. Comme, c'est sûr, je les prends, eux autres. Comment est-ce que des fils peuvent être aussi passionnants? Là? Oh, wow. C'est fou, là. Le deuxième point que je voulais t'amener, c'était au niveau de, justement, de la planification des travaux et tout. Là. J'ai un client que, on dit souvent qu'ils sont très... Puis c'est là que j'ai vu la différence. Là. Le client, il y a une compagnie, lui, dans le fond, il fait des flips commerciales souvent. Okay? Donc, il achète une bâtisse commerciale ou, disons, un 4plex et plus, puis il le flippe à 100%. Fait à l'intérieur, là, toutes les rénaux sont faits, puis il le remet sur le marché après, puis il le revend. C'était exact. Quand que je me suis rendu chez lui là, pour qu'il me montre là, un petit peu son système initialement, je m'attendais là, il me disait regarde, j'ai tout mis sur Excel. Je m'attendais à un vieux Excel. Là. Quand je suis rentré là, tu avais par poste, là, par salle, fait que, disons, par pièce plutôt, là, la salle de bain, je vais mettre tant. Ça va être tant là-dedans, tant là-dedans, tant là-dedans. Puis il disait, si je mets 5 000 $ dans le bain, disons, ça va ajouter 10 000 $ de valeur à la fin. Puis il analysait après ça la fin,
c'était quoi le profit, combien ça allait coûter, c'était quoi le profit, puis ils vendaient le projet aux investisseurs. Oh, wow. Fait qu'ils allaient voir le monde. Et sincèrement, cette personne-là, là, c'est la personne que j'ai vue qui a fait le plus de profit dans ses deals, puis 2, il arrivait à des 2, 3, 4% de marge d'erreur. Mais tu vois, c'est un bon point que tu dis parce que justement, j'ai travaillé avec, en fait, sur un mandat de plus grosse compagnie pour la toiture dans la région de Québec. Et le plus gros enjeu pour toutes les compagnies de construction, c'est l'estimation. C'est sûr. Capable c'est tough, d'estimer les choses correctement. Puis, je te dirais que tout tournait à c'est quoi votre outil pour pouvoir estimer. Parce que nous, on utilise ça, mais j'ai besoin que tu puisses nous donner quelque chose qui est semblable ou qui nous permet d'estimer correctement la job. Parce que souvent, la job, si tu l'estimes mal, ben là, plus le temps passe, puis plus tu te tires dans le pied. Ouais. Parce que c'est tough d'arriver de dire ah ben finalement, ça va coûter plus cher. OK? Fait que l'estimation, c'est l'un des enjeux le plus importants. Puis, tu sais, aussi, tu as parlé dans Excel. Tu sais, l'idée, c'est de pouvoir te dire, bon, ben, toutes mes jobs, je suis capable de les voir, puis je suis capable de dire, bon, ben, on a avancé de tel pourcentage, il faut que je facture. Puis c'est de recevoir l'argent à temps. Puis tu sais, c'est 2 games aussi, parce que tu as le contracteur général, puis tu as le spécialisé. Contracteur général, tu gères beaucoup de monde. Fait que tu sais, si ton plombier, il rentre sur un de tes chantiers, puis il te dit, il te facture 70% de la job, mais que tu n'as rien qui peut te prouver. Tu fais juste appeler ton gars sur le chantier. Ouais, je viens de recevoir une facture, 70% de la job. L'as-tu réellement fait 70% de la job? Ben oui, non, je ne le sais pas, peut-être. Là, toi, tu dois payer ça, cette personne-là. Là. Fait que toi, tout ça, si tu n'as pas de système technologique qui te permet de dire, ben non, c'est impossible qu'il me facture 70%, il est rendu juste à 50%. Au moins, tu as quelque chose de palpable pour faire le suivi. Puis le spécialisé, c'est la même chose. Des fois, tu as plusieurs chantiers, mais tu ne peux pas y aller à tous les chantiers en même temps. Ton équipe, tu dois l'envoyer là où est-ce que c'est supposé être. Comment tu fais pour savoir? Tu attends le coup de fil ou tu attends un message texte du général pour qu'il te dise genre, hey, demain, j'aimerais ça que tu m'envoies ton monde à tel endroit puis à tel endroit. Ouais. Puis ça, c'est souvent ce qui freine le monde à grandir. Ils se disent, ouais, mais j'ai pas assez de main-d'œuvre qualifiée. Moi, je vais te donner l'affaire que cette compagnie-là de toiture a fait pour pouvoir grossir. Puis là, ils sont big. OK? C'est que dans le fond, ils ont tellement structuré la façon d'estimer les jobs. Puis en plus, ils étaient capables de comme voir tout leur plan de charge. Fait que c'est quoi tous les chantiers qu'on a d'actifs. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait après? Tous les plus petits joueurs, ils les rachètent. Parce que je vous pose la question. Si tu as une compagnie de construction, c'est quoi la valeur d'une compagnie de construction en tant que telle? C'est la main-d'œuvre. Ouais. Ton book de clients, tu sais, je veux dire, ça vient, ça part, mais entre autres, c'est la main-d'œuvre. Fait que si moi, j'ai besoin de main-d'œuvre, pourquoi est-ce que je me casse la tête à mettre des offres d'emploi à gauche et à droite? Non. Toi, tu es plus petit, je te rachète, je rachète tes gars. Ouais. Fait que là, maintenant, regarde, tu vas continuer à faire du cash. Mais c'est juste que moi, j'ai plein de mandats. Là. Fait que là, maintenant, je t'envoie sur ce chantier-là. Tu n'as plus de casser la tête. Là. Comme oui, je sais que tu aimais ça être propriétaire, mais là, tu vas être le chef de ton équipe. On va te filer des jobs. Tu restes le surintendant de l'affaire, mais juste va là-bas, gère ton équipe, puis tout. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un autre petit, regarde, on va pas commencer à bider sur les mêmes jobs. Je te rachète. Vas-y, ça job. Oh, wow. C'est intelligent parce que quelqu'un qui a sa structure de coût vraiment très bien définie est capable après ça de justement regarder les plus petits puis dire, bon, mais regarde, lui, présentement, au prix qu'il vend, avec la structure de coût qu'il a, c'est sûr qu'il doit faire X, Y, un profit. Je sais que moi, si je prenais la même job, je ferais X profit. Puis si je te compare un peu, pour l'estimation, là, je parlais avec un restaurateur. Puis il disait, le gros problème, un restaurateur, ça joue souvent là, sur des marges de comme un 5, 10, 15 %. C'est pas énorme, là. C'est vraiment pas gros, là. Puis ça, c'est les restaurateurs qui sont capables de vraiment bien définir c'est quoi le coût. Puis ils disent, bon, mais regarde, une pizza, d'habitude, ça coûte... Ils vont en général. Donc, une pizza, c'est 20 $, 25 $. À Montréal, là, à Léa, tu as des bonnes pizzerias qui sont excellentes, là, mais la pizza, elle coûte quand même cher. Mais que le coût, au final, elle va lui coûter 26 $. Fait que, à chaque fois qu'il ressort une pizza ou un spaghetti, vu qu'il y a ils n'ont pas de coût de cost of product. Fait que, ils ne savent pas exactement combien leur coûte leur pizza. Ils vendent ça à perte, au final. Ouais. Comme la construction. Tu sais que ça va être, bon, mais je sais qu'une cuisine, ça va valoir
15 000, disons. Ouais. Mais après ça, est-ce que tu l'as tout bien calculé, tu comprends? Mais tu vois, ça, c'est là où est-ce que souvent, quand tu estimes, puis que là, tu es comme, OK, tu te dis, bon, ben, eux, ils veulent une soumission. Tu sais, dans le résidentiel, OK? Tu veux une soumission. Fait que j'arrive, je check, je vais t'estimer. Mais mon but, c'est d'estimer pas trop haut, juste assez bas, mais pas trop bas, parce qu'il faut que je reste rentable. Mais là, en même temps, je sais qu'ils demandent des soumissions à gauche et à droite, fait que j'ai pas envie de perdre. Il faut que je reste compétitif. Mais c'est là où est-ce que je retourne vers le marketing et surtout le branding. Ah, 100%. J'ai vu, tu sais, du monde qui font c'est le plâtre? Le sablage, exactement, le sablage. Tirage de joint. Ouais, exactement, les tireurs de joint. Il y en a qui font des tirages de joint, genre, ça coche, là, dans des maisons de multimillions de dollars. Puis, tu as les mêmes personnes qui font le même job, mais dans des plus petites maisons. Celui qui le fait dans des plus grosses maisons, il a brandé son entreprise pour dire, nous, là, on ne fait pas ta maison à 700 000, 500 000. Si ta maison en vaut 2 millions, tu vas savoir pourquoi tu payes le premium. Parce que tu ne verras pas une hostie de marque sur le mur. OK? Ouais. Mais quand tu vas me dire pour ta maison de 700 000 de venir bider pour un projet, je ne le ferai pas. Parce que tu vas me trouver trop cher de toute façon. Fait que, tu sais, l'importance d'un bon branding, c'est justement de pouvoir se positionner en tant que compagnie de construction puis de dire, moi, je fais du high-end, moi, je fais du mid, puis moi, je fais de l'affaire que, genre, tu sais, ce sera abordable pour toi. Mais ne te plains pas s'il y a des petites pocs à gauche et à droite, tu as payé pour ça. Puis c'est ça l'importance aussi du branding d'une compagnie de construction que le monde néglige. Fait que quand tu négliges ça, ben, tu te dis, ben, moi, je suis capable de faire de l'excellent job, mais je ne suis pas capable de rentabiliser mes coûts parce qu'à chaque fois, je suis obligé de me undervalue pour obtenir la job. Mais ça vaut-tu vraiment la peine d'obtenir une job où est-ce que tu n'es pas profitable? C'est une bonne stratégie, ça, de branding. Choisissez votre branding selon le type de client que vous voulez aller chercher. Ben oui. Vous allez chercher du luxe, mais donner Brand une image toi. de luxe. Ben oui. Puis oui, comme ton camion, il va être super important derrière ça. Admettons, on va pas genre essayer de chercher des compagnies, des mandats de luxe quand un camion qui est comme rouillé ou qui est sale. Ça va être très jugé derrière ça. Guys, pour passer à un autre segment, parce que c'est super intéressant ce qu'il y a en ce moment. Je ne vais pas vous mentir. Mais, en 1 minute, c'est quoi la prévision que vous voyez en 2024 pour la construction résidentielle ou commerciale? Moi, je pense honnêtement que, tu sais, on s'entend, on n'a pas fini là, avec la récession. Là. C'est sûr, les coûts vont continuer à augmenter. C'est sûr, les taux d'intérêt sont aussi très élevés. Là. Fait que je pense que ça va être difficile sur plusieurs compagnies parce que, justement, présentement, les taux de marge de crédit sont très, très, très élevés. Puis, le particulier, dans le fond, le commun des mortels, là, a pas... il y a moins d'argent. L'épicerie coûte cher, les salaires ne suivent pas. Les hypothèques coûtent plus cher. Fait que, d'après moi, il va y avoir un petit peu moins de contrats aussi à certaines places. Et puis, on a vu là, qu'au Québec, à comparer disons, des autres provinces aussi, là, à comparer Toronto, Vancouver, il y a un ralentissement immobilier. Il manque énormément aussi de logements. Fait que, il doit y avoir comme un manque là, de réinvestissement là-dedans là, au niveau du Québec pour comme bâtir d'autres logements, ce qui affecte la construction à 100%. D'après moi, ça va continuer à être difficile. Le coût des matériaux, honnêtement, là-dessus, je ne suis pas économiste, là, mais ça va continuer à être plus élevé comme le reste. 2024 va continuer à être une année difficile, puis je pense pas qu'on a touché le creux de cette récession-là, ce qui est encore plus important au niveau de la gestion de tes coûts, la gestion de tes finances, puis d'optimiser tes mandats. Oui. Ben, je crois, c'est tough de juste dire ça en 1 minute, mais c'est sûr qu'on n'a pas touché le creux, à mon avis. Puis, ce qui va arriver, c'est que, oui, les taux d'intérêt ont monté, mais tout le monde a encore relativement sa job. Fait que le monde a quand même... Leur pouvoir d'achat a diminué, mais le monde peut quand même encore consommer, de manière... Puis là, je parle juste Québec, Canada, on est encore correct par rapport à ça. Mais on n'a pas encore touché le point où est-ce que les gens commencent à ralentir leur consommation, fait que ça touche un peu le consommateur, mais il n'y a pas encore eu les entreprises qui sont obligées de comme lay off, de sortir du monde parce que justement, ils arrivent à terme de leurs prêts.
Tu sais, toutes les grosses entreprises ont de gros prêts. Puis je crois qu'ils vont commencer à ressentir vraiment les effets bientôt, ce qui va faire en sorte qu'ils vont devoir lay off des gens. Et ces personnes-là, ben, si tu n'as plus de job, tu ne peux plus consommer autant. Si tu ne peux plus consommer autant, ça ralentit drastiquement l'économie. Fait que là, oui, l'économie est comme en train de faire ce qu'ils appellent un soft landing. Et tout le monde pense, en tout cas, les gens, les experts pensent que le soft landing va être suffisant pour dire qu'on va repartir. Mais je vous pose une question. Si du jour au lendemain, mettons début 2024, on commençait à dire, bon, ben maintenant les taux recommencent à descendre, qu'est-ce que les gens vont faire? Tout le monde qui était là en train de dire, genre, hey, moi j'attends que les taux baissent pour acheter. Tout le monde va se précipiter pour acheter. Puis on parle de tout le monde, mais ceux qui ont encore plus d'argent, ils vont commencer à tout rafler. Fait que c'est impossible, puis ça c'est ma prévision, je n'en tiens à personne de me croire là-dessus, mais pour moi c'est impossible que les taux baissent d'ici la mi-2024. Pour moi, je vois pas. Je pense qu'ils vont encore monter ou ils vont juste stagner, mais ils vont encore monter parce que si on les baisse, ça voudrait dire que les gens vont reprendre l'optimisme à consommer, puis on va reprendre un pic de montée de la valeur des choses. Puis ça, c'est l'affaire, c'est que les gens étaient trop greedy quand les taux étaient bas, des surenchères sur les maisons. Le monde, ils sont comme, let's go, let's go, let's go. Maintenant, si on redescend les taux, ça ne marchera pas. Fait que si j'étais une compagnie de la construction, j'essaierais de voir comment est-ce que je suis capable de renouveler mon offre de service. Peut-être être un petit joueur, me faire acheter par un plus gros. Peut-être aller chercher des mandats commerciaux où est-ce qu'il y a les big, large pockets qui sont capables de continuer à investir dans la construction de tours. Tu sais, j'irais peut-être plus dans ce coin-là parce que le consommateur moyen, il n'a pas le choix de ralentir dans son spending. Pour te relancer là-dessus, là, je pense que on s'entend, chaque période difficile, chaque récession est une opportunité aussi pour 100%. Énormément de personnes pour grossir. Là. Notre film, on l'a lancé pendant la pandémie, là, en gros. Melix, je l'ai parti en janvier 2020, donc 2 mois avant la pandémie. Puis, quand énormément de business a été difficile pour eux, nous, ça a été l'opportunité de grandir puis d'être présent justement pour les clients, pour pouvoir les accompagner au travers de cette période-là. Puis, je pense qu'en construction, ça peut être aussi une période là, de consolidation du marché, de partenariat pour pouvoir grossir. Puis, dans la construction aussi, tu as énormément de personnes qui vont partir à la retraite bientôt. Là. Énormément de compagnies qui ne vont pas avoir de personnes qui vont vouloir reprendre la compagnie. Il n'y a pas de leg à l'intérieur. Ouais. Donc, je pense que c'est une période qui peut faire plus peur. Tu vois l'opportunité derrière. Oui, 100%. 100%. Oui, c'est sûr qu'il faut. Mais tu vois, l'affaire, c'est que on dit toujours que c'est dans des situations comme ça que tu es obligé de te renouveler. Ouais. Et le problème, c'est que tu as souvent ceux qui sont visionnaires qui se renouvellent avant que la période de renouvellement se fasse. Et tu as ceux qui attendent la catastrophe pour dire, bon, ben OK, il faut que je me renouvelle. Moi, je dirais, le meilleur conseil que je pourrais donner à une compagnie de construction, c'est structure tes affaires suffisamment pour faire en sorte que, quand la vague va pogner, là, ben, que tu es capable de dire, OK, je suis capable de flotter sur cette vague-là. Puis je ne vais pas me faire engloutir par ça. Puis il y a différentes façons de le faire. Il y a comment je me présente au travers du marketing, aller cibler maintenant ceux qui sont capables de payer mes services. Il y a structurer mes opérations, mon système opératoire. Puis il y a structurer mes finances. Juste tu pars avec ça, là, je te garantis que la vague elle va être moins rough. De mon bord, ce que je vois, c'est qu'évidemment, avec ce creux-là qui s'en vient, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont commencer à retirer leur budget ou baisser drastiquement le budget marketing. Puis cette année, j'ai déjà commencé à le voir sentir que beaucoup d'entreprises, même en dehors de la construction, ils ont baissé leur budget marketing à un point juste complètement enlevé. Donc, ça, c'est quelque chose je vois qui va se passer. Par contre, pour tous ceux qui sont déjà investis en publicité, en marketing, regardez, il y a 2 scénarios qui vont se passer. C'est que si je prends vraiment le pool de publicité, admettons, on prend un domaine d'excavation, il y a 15 annonceurs, ben, en 2024, il y en a facilement la moitié qui vont arrêter. Ils vont couper le budget, fait qu'il va en rester juste 7. Fait qu'est-ce qui va se passer derrière là? Puis juste pensez à vous, qui vous voulez être? Lui qui enlève son budget ou lui qui, au pire, va juste le baisser? Parce qu'une fois que le 50% vont enlever son budget marketing, là, ils vont en rester 7 qui vont être en train de bider, que c'est eux qui vont sûrement
forcément aller chercher les mandats qui sont encore disponibles sur le marché. Derrière ça, il va en avoir un qui va continuer à bider agressivement. Il y en a tout le temps un qui mène la course, qui fait grimper le coût par clic, par exemple, si on parle de Google Ads. Puis il y en a d'autres qui vont juste suivre derrière ça. Fait que moi, ce que je vois derrière ça, c'est que soyez conservateur sur votre investissement en marketing, mais tirez pas la plug. Parce que quelque chose à prendre en considération, c'est quand tu tires la plug, fine, tu dis je vais l'enlever, j'attends que ça que la tempête passe, puis je vais me fier sur mon bouche à oreille, sur peut-être ce que j'ai actuellement, mes clients actuels. Mais quand vous allez vouloir repartir cette machine-là de publicité, dis-toi qu'il y en a d'autres qui sont restés actifs. Eux, ils ont allé chercher toute la visibilité. Ils ont cueilli autant que ce soit de data, autant de leads déjà là, qui n'ont peut-être pas closé, mais ils ont capturé de l'information. Puis ils sont restés encore vivants là. Fait que c'est eux qui vont commencer à s'alimenter. Tandis que toi qui viens de tirer la plug, bien, le relancement, il est dur. Tu sais, admettons, pour relancer un compte sur Google, on parle de peut-être un autre 3 mois qui est stabilisé, optimisé, reprendre. Contrairement, si vous aviez un budget de 50 $ par jour, par exemple, puis vous dites, OK, je vais le baisser à 10 $ par jour. Mais là, au moins, Google, admettons, par exemple, va toujours garder l'empreinte comme, OK, je suis toujours là, je suis toujours dans la game. Fait que quand tu vas remonter à 50, ben tu n'es pas en train de repartir la machine. C'est comme repartir une voiture durant l'hiver. Voir cette période-là de réchauffement. Ça prend du temps. Ouais. Vous ne voulez pas tomber dans la période de réchauffement pendant que tout le monde est en train de... Parce que quand ça va relancer, tu ne veux pas être dans le réchauffement. Il y a du monde qui va être déjà dans la croissance. Exact. Fait que ça serait peut-être ce que moi, je pourrais dire, conseil comme tirez pas la plug. Oui, puis c'est comme en finance, disons, le concept là, des intérêts composés, là, l'effet boule de neige, que plus ça avance, plus que le montant d'intérêt qui est fait sur tes placements augmente et augmente et augmente. Mais je pense que justement, au niveau de la renommée, au niveau du marketing, c'est exactement la même chose. Tu peux ralentir, mais arrête pas la boule de neige, parce qu'après ça, il faut que tu recommences encore plus loin. Buffett le disait là, en finance, sur les intérêts composés, la règle numéro 1, c'est arrête pas les intérêts composés. Diminue-les, c'est correct, mais arrête-les pas. Arrête pas. Fait que, nice. Ouais, vraiment nice. cool. Ça, c'était l'épisode 2, guys. Ouais. Let's go. Construction résidentielle, vous avez des conseils. On a un formulaire actuellement disponible dans lequel on veut essayer de vous qualifier, vraiment qualifier les entreprises, voir c'est quoi votre pouls. C'est gratuit, disponible. Contactez un d'entre nous pour faire cette qualification, puis on va pouvoir vous donner peut-être déjà là un audit, un survol de qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans votre entreprise. Oui, parce que c'est difficile de savoir justement tes problèmes quand tu n'es pas conscient justement que ça peut être un problème. Là, comme qu'on en parle souvent, le but, c'est d'être capable de dire, de te faire découvrir des choses qui ne fonctionnent pas, que tu n'aurais peut-être juste pas pensé. Puis c'est le but aussi d'avoir des consultants à l'externe là, pour être capable de pouvoir régler ces problèmes-là, puis te faire dire à quel point que ça, c'est problématique, puis que qu'est-ce que ça a l'impact sur ta business. Là. Puis tu sais, il y a une affaire que j'ajouterais, c'est que il y a 3 étages, on va dire, à, entre guillemets, l'intelligence. C'est que l'idiot, c'est souvent la personne qui va répéter les mêmes erreurs. La personne intelligente, c'est celui qui va apprendre de ses erreurs. Puis la personne qui est sage, c'est celle qui va apprendre des erreurs des autres. Ouais, 100%. Okay? Puis on a chacun, nous, notre expertise chez Powerhouse, où est-ce qu'on a travaillé avec des entrepreneurs, que ce soit des généraux ou des spécialisés. Personnellement, j'ai vu des spécialisés faire ça, puis ils continuent à faire ça, même dans cette période-ci. Puis je sais qu'ils vont continuer à grandir de par les systèmes qu'ils ont en place et qu'ils savent que maintenant, ils sont solides et qu'ils sont capables de prendre de bonnes décisions par rapport à ça. Et j'en ai vu aussi des généraux qui continueront à grandir. Mais c'est ça le but, c'est qu'avec Powerhouse, tu vas pouvoir justement apprendre de personnes qui ont déjà fait des erreurs et qui réussissent. Et ben, tu peux te considérer comme quelqu'un d'intelligent, mais si tu veux être quelqu'un de sage, justement, tu peux profiter d'une expertise qui va te permettre justement de passer à côté des erreurs que tu pourrais commettre, puis de juste continuer au niveau de ta croissance d'entreprise. C'était beau. Nice, bien dit. Guys, suivez-nous sur LinkedIn. Disponible, nouveau YouTube, allez vous abonner, vous allez voir tous les conseils qu'on vient vous dire. Ils vont être découpés, disponibles pour vous. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur LinkedIn, n'importe où dans nos médias sociaux. Donc, ce fut un autre épisode. Powerhouse Podcast. Merci guys.